Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'homme du jour est incontestablement Mika Häkkinen. Il a devancé cette nuit au Japon son rival Michael Schumacher et arrache ainsi le titre de champion du monde de Formule 1. La Toussaint est traditionnellement l'un des week-ends les plus meurtriers sur les routes. Opération sans précédent, notamment en Gironde, où le bilan de l'année s'annonce dramatique. Les derniers jours de la campagne électorale aux États-Unis, Bill Clinton ne ménage pas ses efforts, mais l'affaire Lewinsky risque de peser au moment où les Américains choisiront leurs représentants. Le retour de Serge Lama à l'Olympia, avec cette fois-ci pour l'accompagner le Grand Orchestre Philharmonique de l'Île-de-France. Serge Lama est l'invité de ce journal. En Formule 1, l'événement s'est donc déroulé cette nuit au Japon. Au-delà de l'enjeu sportif, l'affrontement de deux champions, deux rivaux, Mika Häkkinen, le Finlandais, dont on n'a pas oublié le très grave accident en 95, et l'Allemand Schumacher, dont la ténacité ne servait à rien puisqu'il a crevé au 32e tour. Portrait de celui qui remporte à 30 ans son premier titre de champion du monde, Laurent-Frédéric Bollet. Triomphe pour celui qu'on appelle le Finlandais volant. Mika Häkkinen est le 27e champion du monde de l'histoire. Échec pour Michael Schumacher. Pour la 3e année consécutive, l'Allemand n'est pas champion du monde avec Ferrari. Schumacher qui perd tous ses espoirs dès ce qui aurait dû être le départ. Problème d'embrayage, il retarde la procédure, c'est une catastrophe. Schumacher est alors obligé, pour le tour de formation et le nouveau départ ensuite, de s'élancer en dernière position. Pire, au 32e tour, le Baron Rouge roule sur des débris. Le pneu a déchappé, c'est l'abandon. Dès lors, Häkkinen ne craint plus rien. Il empoche sa 8e victoire en 16 courses. Son titre est totalement mérité. Häkkinen pourtant, qui est un miraculé. Il y a 3 ans, en Australie, cet accident lui a fait tutoyer la mort. Quand je regarde en arrière et que je vois ce que nous avons fait pour réussir, après tout ce que nous avions connu, il faut juste être heureux. Reprenant le chemin de la F1 3 mois seulement après son coma, Häkkinen entretenait ses rêves d'enfant. Au pays des rallymen, de la terre et de la boue, lui préfère la monoplace et le bitume. Rapide, précoce, doué, il gravit tous les échelons jusqu'à la F1 qu'il intègre en 91. Coéquipier d'abord de Senna, il attend son heure, mais est souvent malchanceux jusqu'au déclic de cette année. À partir du moment où Mika avait la voiture, le matériel, le moteur prêt à fonctionner correctement, il n'a fait que confirmer ses performances. Les supporters finlandais se sont alors réveillés. 16 ans après Keke Rosberg, qui est aussi son manager, Häkkinen est le 2e Finlandais titré. Pour ce jeune marié, au fair play unanimement reconnu, c'est enfin le jour de gloire, la volonté de réussir l'a emporté. Vous êtes nombreux à prendre la route du retour pour ce week-end de Toussaint. Conseil de prudence aux automobilistes. Vous le savez, c'est l'une des périodes les plus meurtrières sur les routes de France. L'occasion de multiplier les opérations anti-chauffards, comme en Gironde. Reportage David Bazier, Frédéric Grinchec. La route du week-end de la Toussaint. Sur le bas-côté, une voiture discrète. Du pare-choc, on aperçoit une petite lueur. C'est le flash du radar de la gendarmerie. La 306 à 100 km/h. Le préfet de la Gironde avait averti, ce week-end serait répressif. 165 morts sur les routes de ce département depuis le début de l'année. Le bilan 98 prend des allures dramatiques. Première cause de mortalité, la vitesse. Vous allez pouvoir vous attendre à un retrait de permis, une amende. Retrait de permis, pour mon travail, tout ça. C'est la loi, on peut rien y faire. C'est comme ça. La mission des effectifs de sécurité routière ce week-end est de porter un coup d'arrêt à l'augmentation des accidents mortels. Les gendarmes font journée continue, 5 h du matin, sortie des discothèques. Dans la boîte de nuit, les gens sont prévenus. Ils arrêtent de servir les boissons à partir de 4 h. Et après, ils donnent des croissants, enfin des casse-croûtes, de façon à ce que les gens puissent récupérer avant de partir. Contrôle et kilomètres positifs, mais les degrés d'alcool enregistrés sont en régression par rapport aux autres week-ends. C'est 1,24 g d'alcool dans le sang. Donc 3 bières... Nous avons plus de 40 morts de plus cette année que l'année dernière. Donc on est obligé de faire le maximum pour essayer, malgré eux, de défendre, de protéger les gens qui circulent.
La préfecture ne peut pas mobiliser autant de moyens tous les week-ends. C'est donc la prévention qui sera développée en direction des jeunes et des personnes âgées les plus impliquées dans les accidents mortels. Depuis hier, de fortes pluies touchent le Pas-de-Calais, notamment la région de Boulogne-sur-Mer. Inondations dans les villes et les villages. En Meurthe-et-Moselle, plus de 2000 personnes sont encore privées d'eau potable et de nombreuses routes sont restées coupées, rendues impraticables par la pluie. Le point avec Valérie Fourniou. Débordés les pompiers. À Boulogne-sur-Mer, les évacuations se sont succédées toute la journée. Cette fois, il s'agit pour eux d'aller secourir une femme âgée, isolée depuis hier par les pluies diluviennes qui s'abattent sur le nord du pays, et même Médor sera sauvée des eaux. La Liane, gonflée par les pluies, a débordé de son lit, provoquant une crue inégalée depuis 1949. Ce soir, les pompiers poursuivent encore les évacuations et les habitants craignent de nouvelles pluies. Dans l'Est, près de Strasbourg, la Chière a atteint son niveau record, 3,45 mètres. Et la Meurthe-et-Moselle a enregistré son mois le plus pluvieux depuis 1946. Cela n'a pas empêché certains habitants de conserver leur humour. J'hésitais entre le Club Med et ma cave pour m'exercer en planche à voile et je pense que ma décision est prise aujourd'hui grâce aux intempéries. Dans la région, plus de 1500 personnes ont dû être évacuées. À l'heure actuelle, on est dans une phase de décrue. On a perdu déjà une trentaine de centimètres en 2 heures. Donc si le temps se maintient comme ça, on devrait aller vers une amélioration. Quant à la Haute-Normandie, quelques zones restent encore inondées. Mais la situation n'a rien de catastrophique. En ce jour de la Toussaint, les familles se préparent à honorer leurs morts demain. L'exemple à Tourcoing, où la tradition se perpétue de génération en génération. Les enfants passent leurs vacances au cimetière en louant leurs services. Virginie Fichet, Dominique Mas. À Tourcoing, à la Toussaint, de singuliers cortèges envahissent les cimetières. Dans les allées, des carrioles, souvent bricolées, tiennent lieu de carrosses aux pomponnettes. Cochers dévoués, les gamins du quartier acheminent ainsi les chrysanthèmes entre les tombes. Mesdames, vous désirez un porteur? Chaque année, ils reviennent, toujours plus nombreux. Depuis combien de temps? Certains vous diront depuis toujours. Toujours depuis 25 ans que nous sommes installés. Allez-y, madame. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Et c'est vrai qu'il y a des petits jeunes gens que je retrouve depuis longtemps, qui sont toujours là. Nos parents, ils faisaient ça quand ils étaient petits. Ils habitaient pas loin, alors ils faisaient ça et gagnaient d'argent. Et pour quelques sous, ils sont encore prêts à battre le pavé sous la pluie pendant des heures. Cette semaine de vacances, ils l'ont passée à attendre le client idéal et le pourboire royal qui couronne la journée. Ils ont bien travaillé. Tiens, garçon. Merci. Hop, et grand merci. Merci. La bonne journée. Bonne journée vous aussi, au revoir. Au revoir. Chacun des petits porteurs effectue ainsi une quinzaine de courses par jour. À la fin de la semaine, les plus chanceux auront engrangé entre 400 et 500 francs. Les 22 hectares du cimetière principal sont pour eux une rente inépuisable. Oh bah c'est bien pratique, en plus ça me donne comment dire, une assurance parce que je connais pas trop bien le cimetière en plus. Je suis pas d'ici. Vers la fin de la journée, le succès a rempli de nombreux chariots. Nombreux aussi ont été les refus, mais sur le pavé de Tourcoing, le porteur est tenace. Moi je vais y aller à côté des fleuristes. Là il y a plus de gens. Alors je vais y aller près des fleuristes. Près de la fleuriste, jusqu'au soir, il guettera encore les chargements, pensant déjà à la prochaine Toussaint, peut-être plus fructueuse. À l'étranger, nouveau palier dans la crise irakienne après la bataille de communiquer et malgré les demandes persistantes du Conseil de sécurité de l'ONU, Bagdad maintient sa décision de rompre sa coopération avec les experts en désarmement, même au prix d'une frappe militaire. Jérôme Bonny. Depuis hier, les inspecteurs de l'ONU chargés de surveiller le désarmement de l'Irak ne peuvent plus remplir leur mission. Ils sont confinés au siège de la commission d'inspection. C'est ce qu'a décidé le Conseil du commandement de la révolution irakienne, soudé derrière le président Saddam. Saute d'humeur, commente un diplomate,
Mais la réaction du Conseil de sécurité est immédiate. Les membres du Conseil de sécurité condamnent unanimement la décision irakienne de rompre toute coopération avec la commission spéciale de l'ONU. Comme si de rien n'était, la foire internationale de Bagdad ouvre ses portes avec des industriels venus de 30 pays, dont la France, et des contrats par millions de dollars à la clé. Mais le discours inaugural du vice-président irakien a une tonalité particulière. Il a été prouvé que la commission de l'ONU a des contacts directs avec les services de renseignement américains et sionistes. Tout semble en place pour une nouvelle crise. Tarek Aziz, le vice-premier ministre, vient d'affirmer qu'aucune menace ne fera reculer Bagdad dans sa décision de mettre fin au contrôle de l'ONU. Quelques jours à peine après la signature de White Plantation, Benjamin Netanyahou a autorisé l'implantation de colons juifs à Jérusalem-Est, dans ces quartiers où vivent les Palestiniens. Premier accroc au processus de paix, alors qu'une foule considérable commémorait depuis hier soir le 3e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. Le gouvernement Netanyahou a observé cet après-midi une minute des silences en mémoire de celui qui a signé les accords d'Oslo. Et puis au même moment, le Hezbollah appelle au meurtre d'Arafat, Arafat qualifié de traître pour avoir signé l'accord de Washington. Jacques Chirac, qui se repose pour quelques jours à Tunis, a assisté à un grand dîner au palais de Carthage. Invité par le président Ben Ali, chef de l'État tunisien, et son épouse, le couple présidentiel y a passé la soirée d'hier. Les deux hommes d'État en ont profité pour s'entretenir des grands dossiers internationaux et notamment la question de la paix au Proche-Orient. Le président algérien Yamin Zerroual a annoncé hier que finalement les élections présidentielles anticipées, prévues en février, se dérouleraient en avril, afin que les partis politiques puissent s'y préparer. Yamin Zerroual a annoncé qu'une commission indépendante serait créée pour garantir la transparence de ce scrutin. Aux États-Unis, Bill Clinton veut éviter que les élections législatives de mardi prochain se transforment en référendum sur sa conduite personnelle. Un scrutin déterminant, mais dans les urnes, l'impact de l'affaire Lewinsky risque de faire la différence. Impression des Américains en Caroline du Sud et dans le Connecticut, Dominique Berda. Traditionnellement, une campagne électorale aux États-Unis, surtout quand elle se déroule à la campagne, ça ressemble plutôt à cela, que ce soit pour se choisir un shérif, un sénateur, un membre du Congrès ou encore une reine de beauté. Ce qui compte avant tout, ce sont les critères locaux. Mais depuis qu'une dénommée Monica Lewinsky, une parfaite inconnue il y a encore un an, est entrée dans tous les foyers américains, rien ne pouvait plus être comme avant. Dans ce petit restaurant du Connecticut, même si tous affirment que leurs préoccupations essentielles, ce sont la santé, l'éducation, les impôts ou encore l'état des routes, la plupart reconnaissent qu'à l'heure de déposer leur bulletin dans l'urne, ils ne pourront s'empêcher de penser à leur président, à ses aventures et à ses mensonges. On nous en a tellement parlé et on nous en parle encore tellement chaque jour à la télévision qu'à mon avis les gens ne veulent plus que ça continue comme ça encore et encore. Son erreur, ce qui m'embête moi, c'est qu'il ait fait ça à l'intérieur de la Maison Blanche. Ça m'aurait moins dérangé s'il avait fait ça ailleurs. Alors certains, évidemment, sont tentés de profiter de ces législatives et sénatoriales partielles pour exprimer leur mécontentement. C'est le seul référendum que nous ayons pour mettre le haut là et dire « on ne veut pas de ça, on ne veut plus de ce manque de morale ». Je serai sans doute moins conciliant cette fois que par le passé à l'égard des candidats démocrates. Mais peut-on blâmer tout le Parti démocrate pour une faute commise par son président? Non, mais c'est le jeu malheureusement. En tant que chef de parti, soit il tire ses candidats vers le bas, soit il les porte vers le haut. Il en est cependant même parmi les sympathisants républicains qui pensent que leurs représentants au Congrès sont allés trop loin, en jetant ainsi en pâture à l'opinion publique la vie privée du président. Clinton commence à apparaître comme la victime d'une inquisition et ça peut faire basculer des voix vers les candidats démocrates, d'autant que sa cote de popularité continue à grimper. La grande inconnue de ce 3 novembre, c'est le taux de participation. Habituellement, les Américains n'ont guère d'appétit pour une consultation qui intervient à mi-mandat présidentiel. Mais l'affaire Lewinsky pourrait bien, pour une fois,
donner aux électeurs l'envie d'y mettre leur grain de sel. En Amérique centrale, l'ouragan Mitch n'en finit pas de faire des victimes. À la suite d'un glissement de terrain, 2500 personnes sont portées disparues au Nicaragua. Des dizaines de morts, un pan de montagne a enseveli plusieurs villages. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Patrick Fangio. Une coulée de boue qui dévale les flancs de la montagne. Le glissement de terrain a eu lieu dans cette région, à la frontière entre le Nicaragua et le Honduras, provoqué par les pluies diluviennes qui accompagnent le cyclone Mitch. 5 villages au nord-ouest du Nicaragua ont été en partie ensevelis. Le bilan n'est que provisoire, mais il est déjà très lourd. Pour toute l'Amérique centrale, on recense déjà 800 morts et quelques 2500 disparus. Un décompte partiel. L'accès aux zones inondées est très difficile pour les secours, surpris par les ravages du cyclone, l'un des 4 plus violents à avoir frappé les Caraïbes. Mitch se dirige à présent vers Belize, l'île britannique où les premières évacuations ont eu lieu en prévision du pire. Avec la tempête, le problème sera celui des inondations. Il y aura beaucoup de vent et certaines maisons pourraient être emportées. C'est pourquoi nous serons prêts dans un premier temps pour les missions de recherche et de secours. À Paris cet après-midi, 23 sauveteurs de la sécurité civile ont embarqué pour les Caraïbes. Une mission d'évaluation des besoins sur place pour préparer une intervention humanitaire de la France. Petite révolution dans le monde du téléphone portable avec depuis aujourd'hui l'ouverture d'un réseau qui vous permet d'appeler de n'importe quel coin de la planète, y compris les plus reculés. Reste un inconvénient de taille, le système est extrêmement cher, les téléphones ne sont pas encore dans le commerce. Dominique Barouche, Jacques Grégor. Le grand jour était annoncé pour le 1er novembre, direction un magasin de téléphones portables de Vélizy. Est-ce que vous avez aujourd'hui le téléphone portable par satellite comme annoncé dans la publicité? Non, pas du tout. Aujourd'hui, je pense qu'il doit être très difficile, voire introuvable. Si les téléphones se font attendre, la révolution technique, elle, est déjà lancée. Les 66 satellites d'Iridium gravitent autour de la Terre, bientôt rejoints par ceux de 2 concurrents, Globalstar en service l'an prochain et ICO dans 2 ans. Grâce à eux, on pourra téléphoner de partout. Ça va apporter l'accès téléphonique mobile dans des endroits du monde où aujourd'hui le cellulaire ne va pas et n'ira pas même à long terme parce que ça coûterait trop cher de déployer du cellulaire dans ces parties du monde. Pour autant, le satellite ne remplacera pas le portable traditionnel. Pour appeler, il faut être à l'air libre car la réception satellite ne traverse pas le plafond. Et l'appareil ne reçoit plus dès que l'antenne de la grosseur d'un cigare est repliée. Les prix rappellent aussi ceux des premiers téléphones de voiture, de 6 000 à 30 000 francs l'appareil. La communication peut atteindre 40 francs la minute, cible visée 15 millions de personnes environ, contre 200 millions d'utilisateurs du portable traditionnel. C'est demain que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marie-Georges Buffet et Bernard Kouchner, rendront publiques les conclusions du rapport sur médecins du sport et lutte antidopage. L'occasion pour nous de vous présenter cette enquête sur la créatine, ce produit qu'utilisent notamment des footballeurs italiens. À l'origine, il permettait d'augmenter la masse musculaire, mais en réalité, sa seule utilité est de masquer l'usage d'autres produits dopants. Christelle Bertrand, Nathalie Gallet. Ce 22 novembre 97, les Sud-Africains sont trop forts. 42 points d'écart, c'est ce qu'on appelle une bonne raclée. C'est une leçon de dextérité, de rapidité et surtout de puissance. Quelques mois plus tard, les joueurs de l'hémisphère sud expliquent leur secret, ils prennent de la créatine. Montgomery affirme avoir pris 10 kilos de muscles grâce à ce produit. La créatine n'est pas sur la liste des produits dopants. Petit à petit, on apprend alors que beaucoup de sportifs y goûtent. Mais bien sûr, oui, je crois que c'est un produit qu'on peut trouver couramment en pharmacie. La créatine est une molécule fabriquée par l'organisme où on la trouve aussi dans la viande et le poisson. Vendue la plupart du temps en poudre, la créatine se dilue dans l'eau ou se mélange à des aliments. Problème, chez les scientifiques, ce produit n'a pas fait ses preuves. Si moi je suis sportif de haut niveau, prendre de la créatine, qu'est-ce que ça va m'apporter? Rien. Rien du tout. Vous allez l'éliminer complètement, c'est-à-dire qu'on vous a fait acheter un produit très cher, et en fait ce produit sert à rien. Vous le perdez dans vos selles. Avaler de la créatine ne sert pas à grand-chose. Certains sportifs se l'injectent en intraveineuse, et là, ça devient dangereux. La personne qui s'injecte en IV de la créatine
arrivé à un certain taux, il est certain que cette personne mourra relativement rapidement, bon, peut-être dans les 2, 3, 4, 5 ans. C'est pas comme pour les anabolisants, 10, 20 ou 30 ans. C'est très rapidement et c'est très très grave. Un sportif ne peut donc pas gagner 10 kilos de muscle en prenant uniquement de la créatine. Dans ce cas, les soupçons de dopage grossissent aussi vite que la masse musculaire. La créatine peut servir à masquer des anabolisants. On peut éventuellement attribuer à la créatine un effet masquant dans la mesure où elle va plus ou moins cacher l'ingestion d'autres produits, en particulier en lui attribuant des effets qu'elle n'a pas, d'augmentation de la masse protéique musculaire. Thomas Castagnède a vu les transformations physiques des rugbymen sud-africains. La créatine, il sait ce que c'est et il n'en veut pas dans le rugby. Je crois que c'est un phénomène qui est difficile et qu'à mon avis qu'il faut éradiquer à la base, quoi. Mais le problème c'est où fixer les limites. En France, c'est le ministère de l'économie et des finances qui fixe la limite. Il est interdit, précise la circulaire, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des aliments ou des compléments alimentaires contenant des substances non autorisées telles que la créatine. Le non-respect de cette mesure est sanctionné par une amende de 250 000 francs, voire de 2 ans d'emprisonnement. Malgré cette interdiction, on trouve encore de la créatine dans certains magasins. Sur les Champs-Élysées, elle est rangée au rayon des produits diététiques. En plus, la créatine c'est cher, en moyenne 150 francs les 100 grammes. Aujourd'hui, beaucoup de sportifs de toutes disciplines avouent l'utiliser. Sous quelle forme et surtout associée à quelle autre substance? Devant l'absence de réponse à ces questions, le Comité international olympique envisage sérieusement d'interdire la créatine, en attendant l'arrivée du prochain produit miracle. Sous l'égide de l'UNESCO, le festival du film sous-marin Antibes, un trésor d'images inédites qui vous feront découvrir les fonds du Grand Bleu. Olivier Théran, Patricia Sarzara. Ce sont forcément des passionnés de la mer et de l'image, des observateurs de la face cachée de la Terre. Pour eux, pas de limite, ils observent tout, les baleines à bosse et cette petite éponge carnivore, une découverte scientifique. Sous l'eau, rien n'existe. Alors, l'équipe de Christian Pétron, qui a tourné entre autres Le Grand Bleu, Le Phare d'Alexandrie et Atlantis, a dû innover. Le scénariste m'a demandé de travailler sur cette éponge et de faire un film sur cette éponge. Donc on a été obligé de développer des nouvelles technologies, telles que l'endoscopie sous-marine, pour pouvoir arriver à filmer cet animal tout à fait étonnant. Les explorateurs du fond de l'eau, ces citoyens du monde sous-marin, viennent à juin les fins de 42 pays. Les passionnés du monde du silence sont de plus en plus nombreux à faire partager leur vision du monde, de quoi transformer la vocation du festival. C'est vrai qu'on a des techniques de prise de vue qui sont de plus en plus accessibles, utilisables et qui réalisent des images exceptionnelles. Et la quantité d'images que nous recevons ici permet sans aucun doute d'avoir une meilleure connaissance du monde sous-marin. Connaître, c'est déjà commencer à protéger. L'ONU a décrété 98 années des océans. La charte mise en place a pour but de faire comprendre aux différents États la nécessité de récolter et de partager des informations sur le monde sous-marin. La mer est un équilibre fragile et surtout méconnu, d'où l'importance des cinéastes. Il n'existe pas d'agence de voyage aquatique. Nous n'avons pas de sous-marin pour amener les gens voir sous l'eau. Alors les cinéastes sont les seuls qui peuvent permettre de faire prendre conscience au grand public de l'importance qu'il y a à protéger les océans. La mer et ses mondes secrets a donc besoin d'images pour témoigner de sa fragilité et de sa complexité. Et qui sait si au détour d'un récif de corail, il n'y a pas encore quelques mystères à découvrir. La boxe pourrait devenir un moyen d'insertion pour les jeunes en difficulté. Ce sont les propos d'un film britannique qui a obtenu le prix de la critique internationale à Venise. C'est aussi le pari d'un ancien champion, devenu professeur de sport, qui prend en main des adolescents dans un collège de la banlieue parisienne. Reportage croisé du film à la réalité, Laurent Lejob, Hervé Pozzo. This is the space, lads. As soon as you go through these ropes, you must master control. Now, I know you lot have been having a go at each other for years, but in this ring, for 3 one-minute rounds, you behave like sportsmen.
24 heures sur 24, c'est une histoire typique de l'Angleterre durant les années Thatcher. Les jeunes sont désœuvrés, les quadragénaires sont bedonnants. L'un d'eux se lance dans l'insertion par la boxe. A priori, c'est pas gagné. Changement de musique, changement d'époque, même combat. Nous sommes au collège Jean Moulin à Aubervilliers, banlieue nord de Paris. Ça y est, vous y êtes? C'est parti. Ouais, ça commence à bien faire toutes les deux, hein, d'accord? Depuis un an, René Acquaviva fait de la boxe éducative avec de jeunes élèves, pas forcément favorisés, pas forcément tendres non plus. Autant l'année dernière, quand je rentrais dans la cour, c'était carrément la cage au lion. Sur le regard, le prof était carrément un adversaire, un rival. Alors qu'aujourd'hui, ma foi, il y a des gens qui disent, quand on se croise, il y en a qui disent bonjour. Il y en a qui nous font des petites preuves d'attention sympathique. Là, c'est bricolage, c'est bataille de... De la réalité à la fiction, les principes et les valeurs sont les mêmes. Vous la respecter. You're killing! Yeah! Yeah! Come on, you're a spider bastard! You want to kill someone? Yeah! Come on! Come on, kill me! Come on, your rules! Kicking, marching, you can tool yourself up if you like. Come on. Come on! Now, what do you want to do? Stand out here and sulk? Or come back in there and box properly, with control? L'objectif étant, le 30 novembre à Bercy pour un match retour en 8-2-3. Les boxeurs ont tous la même histoire. Ils connaissent la gloire sur le ring, puis ils deviennent entraîneurs, et après ils s'éteignent. Comme le héros du film, René Acquaviva ajoute une ultime étape à sa carrière, la fabrique de citoyens. C'est une bonne formation pour qu'ils deviennent des hommes, des responsables, des hommes responsables, pour s'assumer. Parce que quand on est passé par un entraînement de boxe, eh ben on a besoin de récupérer, d'aller dormir tout de suite parce que on ne triche pas, on se livre complètement. Et puis tout le monde voit ce qu'on vaut. On ne peut pas tricher. Et ça c'est bien aujourd'hui. 24 heures sur 24, c'est au fond une histoire typique de la France d'aujourd'hui. Les insultes volent, les coups pleuvent, quelques braves gars se battent pour tenter de s'en sortir honnêtement. Autant le dire tout de suite, dans la fiction, l'issue du combat n'est pas acquise. Le retour de Serge Lama sur la scène de l'Olympia à partir du 3 novembre, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de l'Île-de-France. Serge Lama est notre invité. Bonsoir. Si vous voulez bien, tout de suite quelques extraits lors de vos premières représentations à Rueil-Malmaison. Je t'aime, mieux que ça, je t'aime. Si la pluie manque à mes fontaines, quitte à mourir en le chantant, je l'écrirai avec mon sang que je t'aime, mieux que ça, je t'aime, mieux qu'un cri, c'est presque un blasphème, c'est Dieu qui couche avec Satan dans le lit de la nuit des temps, quand je t'aime, je t'aime, je Serge Lama, donc un grand orchestre pour vous accompagner dans votre tour de chant. Vous aviez besoin d'une résonance différente, de donner d'autres couleurs à votre répertoire? Non, c'est pour remercier le... Vous savez, moi j'ai fait un long arrêt dans ma carrière de 8 ans et demi, ce qui est beaucoup. Je suis revenu en 95 et je voulais, pour achever cette série de concerts, pour remercier les 400 ou 500 000 personnes qui sont venues me voir entre cette date-là et aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'important.
Et en même temps, on parlait tout à l'heure de mon père, je pense que de là-haut, il doit me regarder et puis me voir chanter avec 40 musiciens, lui qui n'a jamais eu l'occasion, parce qu'il est bien que Grand Prix et puis il a fait de l'opérette. Il a fait de l'opérette, il a fait un peu d'opéra comique aussi, et c'est vrai que j'ai une sensation tous les soirs, c'est extraordinaire. Depuis Napoléon, si vous voulez, j'ai pas eu une sensation aussi forte sur une scène qu'avec cet orchestre. C'est comme un océan, vous savez, vous êtes porté, vous êtes comme un marin là sur un océan qui est favorable quand même. Est-ce que justement le son très plein d'un orchestre, les cordes, les violons, est-ce que ça modifie votre façon, vous, de travailler? Ah oui, oui. Il faut s'adapter. Oui, oui, il faut s'adapter. L'orchestre, bon, on a bien répété. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Alors, et vous, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire de la même façon qu'avec une petite formation? Je me mets au service des musiques. C'est-à-dire que comme je suis un auteur, moi, généralement, les auteurs, ils favorisent leur texte. Alors, mes compositeurs vont être contents pour une fois, au lieu de porter mes mots, comme vous savez, comme on fait, bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres... Là, je chante la musique. Parce que là, il y a vraiment, on a envie de chanter la musique. Alors, les mélodies sont favorisées, voilà. Je chante plus les mélodies. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'il n'y a pas une forme de complexe des chanteurs dits de variété à vouloir donner un peu de noblesse à travers un grand orchestre au music-hall finalement? C'est vrai que ça donne de la noblesse, mais je pense que le music-hall a aussi de la noblesse. Non, je pense que chez moi, c'est pas vrai, parce que j'ai été élevé là-dedans, et bien au contraire, j'ai voulu faire autre chose, comme toujours, que ce que faisait papa. Alors j'ai fait de la variété, mais c'est de la variété, vous savez, de plus en plus, et Laurine Mazel m'avait d'ailleurs consacré un disque il y a 20 ans de mes chansons, je pense de plus en plus, les deux milieux ont envie de s'interpénétrer, et vous verrez, ça c'est des jeunes musiciens, ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont heureux d'être là. Ça donne envie de venir vous voir. Sur scène, on vous a vu, on a le sentiment que vous vous donnez vraiment physiquement, un peu à l'image d'un sportif qui a besoin de donner, de se fatiguer, de... je suis un physique, et de toute façon, c'est mon sport à moi, c'est la scène. Hein. Ailleurs, je fais pas d'autre sport que ça, et c'est vrai que là, je me livre à fond, quoi. Quand je suis sur scène, enfin, le public, il le sait, ça, je crois, c'est vrai. Alors, je crois savoir que les femmes ont toujours eu une importance dans votre carrière. Il y a une complicité, peut-être, je sais pas, une fusion. Est-ce que vous revendiquez une part de féminité chez vous? Oui, comme tous les hommes que je suis. Mes chansons sont beaucoup féminines. Vous savez, j'écris des chansons qui ont été chantées par des femmes. Je suis balade est une chanson de femme. D'Aventure en aventure est une chanson de femme qui a été chantée, créée par une femme. Donc mon écriture est féminine. Dans la vie, oui. Et je pense que tous les acteurs et tous les gens qui font notre métier sont un peu des femmes. C'est un métier de femme, c'est vrai. Alors dernière question, est-ce que parfois vous n'êtes pas lassé de faire du Serge Lama? Je ne fais pas du Serge Lama, je pense que je fais des choses très différentes tout le temps, et la preuve, je me remets tout le temps en question, j'essaye de ne pas me répéter dans la mesure du possible. Vous n'êtes pas prisonnier votre image? J'ai pas d'image, en réalité, moi j'ai pas d'image, ce sont les gens qui vous la créent l'image, vous savez. Moi je suis normal, je suis un type normal qui chante, qui essaie de chanter le mieux possible, voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Un cocktail de grande qualité qui associe trois éléments apparemment contradictoires, l'image de synthèse, l'opéra et l'enfance. Un résultat prometteur puisqu'à Nancy, 75 classes de tous âges apprennent l'opéra, un opéra baroque, Alcina de Handel. Geneviève Moll, Vincent Bouffartigue. Dans la salle, une spectatrice privilégiée, Jessica, 14 ans. Elle vient de la banlieue de Nancy, d'un quartier populaire de Vendeuvre. Comme les autres enfants des 75 classes de la région qui au cours de l'année vont découvrir l'opéra, elle a d'abord été éblouie par les cristaux et les ors du bâtiment. Puis, sous la conduite d'un guide, elle découvre tous les métiers du spectacle. L'atelier des costumes, les loges, les salles de maquillage. Et elle a le droit de poser toutes les questions. Est-ce que c'est difficile de jouer le rôle d'un garçon? Quand on est une fille? Ouais. Oui. Mais c'est aussi le lot des mezzo-sopranes qui ont beaucoup de rôles travestis à chanter, comme les chérubins, certains Strauss, etc. Et donc, après, on s'y fait. J'ai appris des choses nouvelles, qu'il y avait des belles pièces, qu'il y avait des pièces de théâtre où il y a des personnes qui chantent, puis avec des beaux costumes. La chance de Jessica, c'est qu'elle a commencé à apprendre l'opéra avec cette Alcina de Handel qui raconte une histoire simple, celle d'une magicienne vaincue par l'amour. J'aime beaucoup le personnage d'Alcina. Il y a la possibilité
pour toutes les choses du femme dedans. Les choses douces, les choses d'amour, les choses méchantes. Il y a tout. Et aussi le magique parce qu'elle est magicienne. Une production féerique qui allie images de synthèse et orchestre baroque et des poussières Handel au grand ravissement des enfants. En Sicile, la nuit dernière, l'Etna est rentré à nouveau en activité. Une coulée de lave longue de 100 mètres descend du cratère et continuait son avancée jusqu'à ce matin. Selon les spécialistes, il n'y aurait pas de danger pour les villes alentours, mais on peut s'attendre à de prochaines éruptions. Voilà ces images de l'Etna. C'est donc la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. L'homme du jour est incontestablement Mika Häkkinen. Il a devancé cette nuit au Japon son rival Michael Schumacher et arrache ainsi le titre de champion du monde de Formule 1. Les derniers jours de la campagne électorale aux États-Unis, Bill Clinton ne ménage pas ses efforts, mais l'affaire Lewinsky risque de peser au moment où les Américains choisiront leurs représentants. Prochaine édition à 23h40 avec Florence Duprat. Dans un instant, bien sûr, la météo de Patrice Derevet, suivie de la série Urgence. Demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Jean-Michel Carpentier recevra Patrick Vell, professeur à Sciences Po. Demain, à 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Ce soir.